Salut, je sais pas comment tu es arrivé sur cette vidéo, si c'est parce que tu as cliqué dessus ou si c'est parce que, effrayé d'une vidéo de plusieurs heures, tu t'es dit non, il y a que cette vidéo là qui m'intéresse parmi le bilan 2023 de Flavien. En tout cas, bienvenue. Donc, l'idée, c'est cette introduction va être là pour toutes les vidéos un peu sorties du bilan 2023 qui sont là si vous avez trop peur de la durée globale du bilan et qu'il y a juste telle catégorie qui vous intéresse. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est extrait directement de la vidéo globale du bilan 2023, ce qui fait que, où je parle vraiment de tous ces jeux et même plus, où j'ai catégorisé comme ça, compartimenté un peu par type de jeu et par catégorie. Donc je vais vous dire après ce qu'il y a si vous êtes curieux, mais donc juste, soyez conscients que c'est sorti d'un truc plus global. Alors normalement j'ai essayé de faire gaffe, mais il est possible qu'il y ait ici et là quelques incohérences ou quelques trucs dont la référence n'apparaît pas dans la vidéo, c'est que ça vient d'une autre partie de la vidéo bilan. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous dis un petit peu ce qu'il y a comme vidéo, là vous êtes dans celle-ci qui est, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, si jamais il y avait aussi les déceptions, les trucs originaux mais pas forcément entièrement aboutis, les trucs qui sont un peu du réchauffé, un peu du déjà vu mais qui sont agréables, il y avait aussi les jeux solo, les jeux à deux, les surprises, les ressorties, donc c'est les vieilleries qui sont ressorties en 2023, et également le top du top, évidemment, les quelques jeux qui m'ont le plus marqué. Donc voilà, là je sais pas dans quelle partie vous êtes, vous y êtes, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes là par choix, j'espère que personne vous a contraint, mais encore une fois, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir les autres qui sont en lien dans la description, etc. Vous pouvez le faire ici aussi, comme sur l'autre bilan, vous pouvez mettre un petit pouce, il y a un petit Buy Me a Coffee dont je vous mets le petit QR code et puis le petit lien si jamais vous avez trop de sous et que vous savez pas quoi en faire, vous attendez juste à aucune contrepartie, c'est pas le but, voilà, n'hésitez pas à commenter, pour le coup, sur le bilan 2023, je vous invite à commenter sur n'importe quelle partie, autant ici, n'hésitez pas à commenter mes choix dans la catégorie dans laquelle on est, et à parler des jeux que vous avez découverts dans cette catégorie, alors que ce soit les déceptions, les jeux à deux ou quoi, ça dépend en fait du titre de cette vidéo. Voilà, on part en fait pour l'intro qui était dans le bilan 2023 de cette catégorie, qui peut-être ne va faire aucun sens, mais en tout cas, on y va. Je le dis, je le redis et je le répète souvent, mais dans une année de jeux de société, et dans la BD c'est pareil, et dans les jeux vidéo c'est pareil, il y a une surproduction énorme. Il y a trop de choses, tellement de choses que, de toute façon, les trucs bien qui sortent sont en grande minorité. Et le problème de ça, c'est que, en fait, quand il y a beaucoup de choses médiocres, moyennes, quelconques qui sortent, c'est accompagné d'un certain marketing, etc. Et en fait, ça chasse petit à petit les sorties précédentes. Et ce qui fait que l'ouverture pour un jeu, pour être vendu et pour faire ses preuves, et peut-être pour s'installer dans la durée, peut-être pour devenir un classique, elle est très courte. Un jeu chasse l'autre. Et il y a beaucoup de sorties qui sortent, qui n'apportent rien en termes de nouveautés, en termes de sentiments de jeu, puisque c'est ça pour moi l'essentiel. Alors évidemment, il peut y avoir des thèmes originaux qui réutilisent certaines mécaniques, mais qui ne vont pas avoir des nouveaux sentiments, parce que les mécaniques ne vont pas être spécialement liées à leur nouveau thème. Il peut y avoir des jeux qui sortent avec un matériel nouveau, mais si ce matériel n'apporte rien, pareil, finalement, est-ce que ça mérite de sortir ? Et souvent, le problème, c'est que ces jeux un peu quelconques, un peu des redites qui sortent, ça va éclipser des jeux qui sont plus anciens, qui parfois sont moins coûteux à produire, pour plein de raisons, et qui sont parfois tout simplement meilleurs, et qui sont éclipsés en fait. Mais depuis quelques temps, on voit, alors c'est pas spécifique aux médias jeux de société, on peut parler de remasterisation, en tout cas de ressortie, c'est quelque chose qui existe depuis quelques temps, et je suis plutôt content de voir ça. Alors on se plaint parfois du fait que ça cache un manque de créativité, que il y a des suites, alors les suites dans le jeu de société ça existe, les gammes et tout, mais moins que par exemple au cinéma ou que dans le jeu vidéo, où il y a d'autres critères économiques. Mais en tout cas, plutôt que des suites ou des remakes, alors il y a quelques remakes dans le jeu vidéo, mais c'est pas si fréquent, on voit surtout ce qu'on peut appeler des remasters, qui dans la musique par exemple ça va être des sorties d'albums avec un nouveau mix ou quoi. Dans le cinéma, ça va être des Blu-ray qui vont être ressortis avec une différence de colorimétrie ou que sais-je, ou des director's cut ou quoi, ou qu'est-ce. Et dans le jeu de société, il y a un petit peu ça, des ressorties que j'apparenterais à des remasters, plus que des remakes, parce que c'est rarement des revisites complètes mécaniques. Kaelus par exemple les revisite. Alors parfois c'est pour le meilleur, parfois pour le pire, parfois c'est pour adapter à un marché. Voilà, la qualité va dépendre pas mal de ce que vous recherchez dans le jeu de société.
Mais en tout cas, en fait, ce qui m'intéresse moi là-dedans, c'est que c'est des jeux qui souvent ont fait leurs preuves, qui se sont installés, qui sont encore là en 2023 ou en 2015 ou quoi, et que du coup, ils n'ont pas spécialement vieilli d'un point de vue du sentiment de jeu. Catan, pour moi, est un grand classique, mais qui a beaucoup vieilli. Small World aussi, pour d'autres raisons, un peu moins que Catan. Il y a des jeux, ils sont sortis. Un exemple, Can't Stop, c'est sorti en 80, ça a pas bougé, c'est toujours excellent. Ça peut... voilà. Ou bien il y a Lucky Numbers, qui est sorti dans les années 2010, il aurait pu aussi sortir il y a 30 ans. Il y a des jeux comme ça, des œuvres, dans tous les médias, qui sont un peu atemporelles, et qui méritent, quelle que soit l'époque, d'être conseillées à des nouvelles personnes. Ou redécouvertes par des personnes qui sont déjà dans le milieu, qui sont dans le milieu depuis 10 ans, 15 ans, mais qui connaissaient pas Can't Stop. Ça vaut toujours le coup de découvrir Can't Stop. Et là-dedans, ce que je trouve cool, c'est les jeux qui ressortent, qui sont remis en avant et qui bénéficient d'une nouvelle mise en avant au niveau de la communication, etc. Pour moi, c'est plus intéressant, parce que c'est des jeux, encore une fois, qui ont duré dans le temps, que des jeux qui vont reprendre leur système, ou qui vont plus ou moins les plagier, ou les repomper, qui vont rien apporter, si ce n'est de sortir en 2023. Donc, plusieurs petits jeux qui vont sortir là-dedans. Encore une fois, c'est pas spécifique aux médias. Alors ça participe quand même à la surproduction, parce qu'on peut se dire, en fait, il y a déjà toutes ces nouveautés, et en plus, maintenant, par-dessus, on remet des jeux plus anciens, et qu'on remet sur le devant de la scène. Pour moi, c'est pas la même démarche. Et j'ai tendance à largement préférer le fait de produire, de parfois mettre à jour d'un point de vue du matériel, d'un point de vue aussi de la thématique, la ressortie de Puerto Rico aussi, qui a questionné la thématisation colonialiste de Puerto Rico. Il y a plein de jeux qui méritent d'être rethématisés et remis au goût du jour de ce point de vue-là, également d'un point de vue des visuels. Alors là, c'est pas tellement une question de qualité visuelle, c'est plus une harmonisation au goût majoritaire actuel, pour se dire, Can't Stop, là, on va peut-être pas faire un truc comme ci ou comme ça, on va peut-être lui donner une identité un peu plus qui va plaire au plus de monde possible. Ça plaît ou pas, on peut préférer une identité visuelle à une autre, ça change pas fondamentalement le jeu, mais ça peut changer évidemment l'expérience et le destin d'un jeu. Ça peut changer aussi au niveau du matériel, sur quelques petits ajustements mécaniques, pour le meilleur ou pour le pire, parce que des fois il y a des ajustements mécaniques qui sont là pour dire « Ah, maintenant il faut qu'on fasse ci parce que ça va plaire au plus de monde possible », mais du coup ça va retirer énormément d'identité au jeu. Bref, c'est tout un débat, il y a plein de trucs. En tout cas, moi c'est une dynamique que j'apprécie plutôt, et donc on va voir quelques jeux ressortis du coup en 2023, et qui pour moi font partie des meilleurs jeux sortis cette année. How do you do, fellow kids? Et quitte à parler de ressorties, autant commencer par un éditeur qui, à la base, alors ça a un peu changé parce que maintenant ils sortent des trucs qui sont pas des rééditions, mais à la base c'était lancé là-dedans, c'est Super Meeple. Ils avaient fait Tikal, Cusco, etc. Mexica également, Cusco qui était une réimplémentation je crois de Java. Donc Super Meeple qui a cette habitude-là, et qui a réédité en 2023 ce jeu de Wolfgang Kramer, grand auteur allemand, illustré pour cette version par Yann Valeani. Et donc, la légende veut, a priori, c'est Simon du Passe-Temps. Allez voir d'ailleurs la vidéo sur Expédition du Passe-Temps, qui techniquement, c'est un sacré défi, qui aurait dit, après avoir joué, je crois, chez Bruno, l'ancien patron du Passe-Temps, c'est trop bien ce vieux jeu qui a plus de 30 ans. Pourquoi il n'est plus en boutique? Moi j'ai envie de conseiller ça à tout le monde, parce que, évidemment, c'est le côté un peu positif de l'influence, du partage de contenu, de la production de contenu. On fait pas ça parce qu'on a envie de blablater un petit peu, mais c'est aussi parce qu'on s'enthousiasme pour quelque chose, et qu'on espère que d'autres personnes vont avoir le même enthousiasme et le même plaisir. Alors c'est pas la première fois, il avait aussi fait ça avec Tatsu, je crois, qui était Jekyll and Hyde, pas versus Hyde, mais un jeu des années 90, et qui avait dit « C'est pareil, c'est super, pourquoi vous le faites pas ?» Et Matago l'aurait fait sous Tatsu. Mais pour revenir sur Expédition, donc un vieux jeu, et qui effectivement a toujours sa place en 2023. Alors on pourrait comparer ça un petit peu de loin aux Aventuriers du Rail, on voit cette carte du monde, ces espèces de trucs qui sont reliés. La différence, et c'est important, ça bouge beaucoup sur la dynamique de jeu, la différence, c'est que c'est un jeu très interactif, parce que les flèches de couleur, c'est pas mes flèches, c'est les flèches de tout le monde, et donc je vais progresser une expédition qui va aller ici ou là, mais quand je fais ça, peut-être que je valide des objectifs des autres, parce qu'on a en main des cartes de lieux du monde, qui d'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y a plein de petites références aux jeux de société, mais c'est un détail. Mais donc il y a ce côté-là où les objectifs que j'ai, je les garde face cachée, et si quelqu'un va sur l'objectif que j'ai, même si c'est pas mon tour, pouf, je le valide. Donc ça crée toute une interaction, parce que
notamment à partir de 3-4, pas à 2 c'est un peu moins le cas évidemment, mais à partir de 3-4, il va y avoir ce côté un peu de tchatch, que moi j'aime beaucoup, hein, l'interaction et tout, autour de la table, où il va y avoir cette espèce de négociation, mais pas une négociation forcée à la Catan, une négociation qui va découler du système de jeu et du fait de partager ses expéditions, où ça va être tu veux pas qu'on l'empêche d'aller là, mais en fait si je te dis ça c'est parce que moi j'ai un objectif qui se trouve plutôt par là. Plein de petits trucs comme ça qui sont super malins. Il y a en plus les petits pouvoirs de quand on fait des boucles, ou bien quand on atterrit sur certaines cases qui permettent de rejouer, qui sont assez cool aussi. Très très chouette de ce point de vue-là, au niveau de l'interaction, au niveau aussi de la simplicité du jeu, puisque c'est vraiment tout con à part les petits détails dont je parlais, mais c'est vraiment, je pose un truc, et je valide éventuellement, et il y a les objectifs communs en plus, et je vide ma main, j'ai gagné un point par carte. Voilà. Enfin, les points sont aussi simples que le système de jeu, mais ce qui se passe autour de la table, c'est quelque chose qui est presque anachronique. Il y a très peu de jeux en 2023 qui sortent, qui proposent une interaction aussi forte à partir d'un système aussi simple. La plupart des jeux aujourd'hui, ils ont pas envie d'être trop violents ou quoi, et alors que là vraiment tu te tires la bourre, tu te fais des crasses sans vraiment le faire, parce qu'en fait c'est pour t'arranger toi, c'est pas pour pourrir l'autre. Et ouais, ça marche extrêmement bien. Il y a quelques points quand même. Quand tu ressors un jeu, il est toujours pertinent encore une fois mécaniquement, c'est pour moi un des meilleurs jeux sortis cette année. Effectivement, qui colle, on peut le conseiller aux mêmes gens qu'on conseille les Aventuriers du Rail, ou à qui on conseille plein de jeux pourris qui sortent, alors qu'il y a un jeu qui date de plus de 30 ans et qui les explose tous. Juste, sortir un jeu en 2023, c'est peut-être l'occasion aussi de retravailler un peu certains points. Alors, au niveau visuel, bon, ça, à la limite, ça va, ça me pose pas problème, c'est une carte du monde, plus, je pense au niveau des cartes. On a des cartes qu'on peut jouer autour des autres. Si quelqu'un va sur l'objectif que j'ai en main face cachée, je peux le valider, ok? Alors ces cartes-là ont été un peu améliorées, c'est-à-dire qu'on voit la zone du monde dans laquelle se trouve le lieu, en haut à gauche des cartes. Bon, moi je tiens comme un gaucher donc ça marche pas, mais c'est quand même mieux pour essayer de se localiser un peu et de se dire ah là il faut que je fasse gaffe si on va dans ce coin-là. Le truc c'est que ça casse un peu le rythme parce que tu viens de poser une expédition, stop! Je regarde, j'en ai pas, tu peux jouer. Tu poses une autre expédition, stop! Je vérifie. Ah, j'en ai une, je la valide. Et en fait, ce côté-là, alors c'est ce qui crée l'interaction et tout, et qui est très très bien, mais ça casse un peu le rythme du jeu. J'en ai un peu parlé avec Aurélien V sur le Discord du Passe-Temps, je le cite à chaque fois que je parle d'expédition, parce qu'en fait il a des arguments que je comprends tout à fait, et j'ai rien à y opposer, c'est juste la sensibilité qui est pas la même. Pour lui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le fait que ça force à se focaliser sur le jeu tout le temps, même pendant le tour des autres, puisque il faut vérifier si on valide pas un de mes objectifs. C'est vrai, complètement, je suis complètement d'accord. Le truc, c'est que moi, dans la balance entre le fait de focaliser l'attention de tout le monde en même temps et le rythme qui en pâtit, je suis plus du côté du rythme qui en pâtit, malheureusement. Mais voilà, ça va dépendre de la sensibilité. L'autre truc, c'est qu'il y a aussi des objectifs communs, donc une rivière de cartes, où, pour le coup, il faut aller sur l'emplacement à son tour pour le valider. Et là, pour le coup, surtout si on joue à plusieurs et où les cartes sont un peu loin, où du coup il faut regarder très loin, alors il y a des petits porte-cartes et tout, mais c'est quand même relou. D'ailleurs, je sais pas si les porte-cartes c'était pas un goodies, c'est possible, donc peut-être même pas. C'est un peu loin, et du coup on est là, on regarde un petit peu. Pourquoi ne pas avoir fait comme dans un Brian Boru des petits cercles là, des petits disques, des petits donuts qu'on peut placer sur les objectifs communs. Nous, je sais que du coup, on utilise les petits billets qui sont dedans. En fait, ça permet d'avoir, d'un point de vue du regard global sur la carte, tout de suite des lieux remarquables. Ça coûtait rien, nous, dès la première partie, on s'est rendu compte de ce manque-là et du fait que, pourquoi ne pas avoir fait ça, donc c'est vraiment dommage, surtout qu'encore une fois, les règles n'ont pas bougé. En tout cas, je crois pas, j'ai pas joué à la version de base, mais s'il y avait des trucs à faire, c'est aussi d'un point de vue du rythme et de la lisibilité et de l'ergonomie. Ça, pour moi, ça manque un peu, sans parler, alors ça, c'est la première édition, la nouvelle édition ne l'a pas, mais à la base, au dos de la boîte, il y avait une erreur de règle, dans une illustration. C'est des petits trucs à la con. Super Meeple n'a pas fait en sorte que ça soit mieux. Bon, soit, par contre, ils ont quand même réédité, ce qui est clairement un des très très bons jeux de cette année, et c'est déjà très bien. On était avec Wolfgang Kramer pour Expédition, et bien on va rester avec
Big Boss, un jeu aussi des années 90, qui est donc de Wolfgang Kramer, de 2 à 6 comme expédition. On ne sait pas qui a illustré cette version-là, j'ai cherché pourtant, j'ai cherché là, j'ai cherché dans les règles, dans les crédits, mais impossible de trouver, et maintenant je vais la reposer parce qu'elle a tendance à faire du bruit, parce que dedans, évidemment c'est fait en Chine, il y a plein de petits kilos plastiques pour les empiler, pour les enclencher, pour les emboîter, pour que ça marche. Est-ce qu'on était obligé de faire du plastique pour ça? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est le cas. Big Boss, c'est donc un jeu de Kramer qui est sorti dans les années 90, et de son propre aveu, c'est vraiment la manière dont lui a revisité Acquire, un jeu des années 60 assez culte, dont je vous parlerai peut-être un jour, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer assez, mais donc c'est vraiment un jeu de ce que les anglophones appellent shared incentive, où va y avoir des parts de marché sur différents hôtels, je crois. Alors j'ai joué qu'une fois et à deux, donc vraiment gardez, c'est clairement pas un jeu à jouer à deux, c'est clairement un jeu à jouer à plus, mais du coup voilà, il y a plein de petites entreprises hôtelières, et en gros, on va faire grandir les hôtels, on va les faire augmenter en termes de parts, et petit à petit, elles vont se bouffer les unes des autres, et nous, on va essayer d'avoir des parts pour gagner des points. Tout con. Les règles, voilà, c'est assez court, c'est très bien, c'est exactement ce que j'aime moi comme jeu. Alors j'ai joué à deux encore une fois, donc voilà, à prendre avec des pincettes, je sais que c'est mieux à plus, mais déjà à deux, j'ai entrevu ce potentiel-là, j'ai hâte d'y jouer à 3 ou 4. C'est ce côté shared incentive, donc j'en ai parlé, j'ai Startups qui traîne là-haut, qui est un de mes jeux préférés du genre, qui arrive à réduire le truc vraiment à pas grand-chose. Là, ça rajoute la dynamique spatiale et la dynamique de construction à la verticale aussi, qui donne un effet visuel en fait de la puissance de l'entreprise. Donc, vraiment super. Au niveau de un côté remake, bon, il y a le visuel qui change et tout, donc c'est Funko Games qui l'a fait cette année, qui ont fait pas mal de jeux ici et là. Je pense que c'est la même boîte qui font les Funko Pops, mais donc ouais, très très bonne ressortie. Et Acquire était ressorti aussi, je crois, par Renegade. Le côté ressorti donc en 2023. Si vous aimez le genre, alors pareil, c'est un genre très interactif, puisque évidemment on va partager des trucs, il y a un côté où on va faire des alliances, on va essayer de faire grossir les trucs pour nous avantager. Moi j'aime beaucoup ça, c'est beaucoup d'interaction, ça peut vous faire chouiner, c'est possible. Au niveau du remake, au-delà du matériel, alors est-ce que en 2023 c'est toujours pertinent de faire des trucs de kilos plastique comme ça, fabriqués en Chine? Je ne sais pas. Alors Funko est une boîte américaine, c'est une version, alors je l'ai pas dit, mais oui, ça c'est une version en anglais, je crois pas qu'elle existe en français. Mais voilà, c'est ça le jeu en fait, au dos vous avez exactement ce qu'il faut, ça se joue donc avec des cartes, machin, on va poser des cartes qui vont correspondre à certains emplacements pour placer des trucs ou les faire grandir, peu importe. Ce que je retiens au-delà du fait que moi j'ai kiffé et que c'est exactement mon genre de jeu, c'est que, j'y reviens, mais c'est le côté 2023, pourquoi? Parce que, en 2023, j'ai dit qu'on pouvait parfois faire évoluer un côté un peu remake, plus que remaster, que ressorti, faire évoluer certaines mécaniques. Et notamment, dans la règle, est écrit pourquoi vous pourriez jouer à Big Boss avec les règles d'origine. Parce que les règles nouvelles ne sont pas celles d'origine, en fait, elles sont plus gentilles. Ce qui correspond, entre guillemets, aussi à une certaine volonté du public, une certaine demande, ou en tout cas ce que les éditeurs pensent que le public veut. Ce qui est pas la même chose. Du coup, qui est un peu plus souple, un peu plus flexible, un peu moins punitif. Et donc, notamment, il y a des compagnies, notamment à la fin de la partie, je crois, dans la version originale, on perd des points pour des trucs qu'on a encore, alors ça change pas fondamentalement les scores, mais c'est juste que, non, on va pas vous faire perdre des points à la fin de la partie. Par contre, moi j'ai joué avec les nouvelles règles, mais il y a un truc qui m'a l'air intéressant dans les règles de base, et qui est différent, c'est, que je retrouve ça, c'est notamment quand on étend une compagnie, quand on le fait augmenter en termes de niveau en hauteur. Là, dans le jeu, dans les nouvelles règles, on peut le faire assez facilement, avec des cartes de manière assez souple, alors que dans le jeu de base, il y a des petites valeurs sur les cartes de niveau, les level cards, et il faut avoir la bonne. Donc c'est un peu plus contraint, il y a un peu plus de contraintes, c'est un peu plus restrictif, donc un peu plus punitif, un peu moins flexible. Moi je pense que ça, en termes de choix du draft et tout, c'est quelque chose qui me parlerait plus, parce que ça introduit des nouveaux choix, donc j'essaierai aussi cette règle-là. En tout cas, ouais, découverte pour moi, Kramer encore, voilà, les bons vieux jeux allemands des années 90, de styles différents, mais on voit que Monsieur Kramer dans les années 90 aimait qu'on se mette sur la tronche, et moi j'aime ça. On va rester avec les auteurs allemands, mais de Kramer nous passons à ce bon vieux Rainer Knizia, et cette fois on est dans les années 90, on passe aux années 2002, puisque c'est un jeu de 2002 à la base Potage Sauvage, qui a été ressorti par Yellow cette année.
et illustré par Jérémy Fleury de manière charmante. Ils ont gardé le thème des fruits, de la cuisine, pardon, puisque en 2002 c'était Too Many Cooks qui est sorti, et il est déjà sorti en français, hein, sous le nom Chaud de Vent, qui, dans les années 2005 par là, et donc, ça ressort. Règles complètement inchangées, c'est vraiment une adaptation des visuels, c'est dommage, parce qu'il y a quelques règles qui auraient mérité peut-être d'être changées, ou qui auraient pu évoluer, c'est aussi ça le travail d'éditeur, surtout dans une ressortie, donc de 2 à 5, et alors j'ai fait tout un jeu du mois dessus, je vous mettrai le lien chez Proxy Jeux, je vous mettrai le lien en description, mais Potage Sauvage, c'est une espèce de jeu de pli, mais on a le feeling d'un jeu de pli, mais pas tout à fait, parce que on a des cartes à couleur, on doit suivre à la couleur si possible, sauf s'il y a une carte spéciale qui sont les bots, qui pourrissent un peu la soupe, et où du coup on peut jouer ce qu'on veut, ce qui est assez thématique vis-à-vis de la soupe, donc voilà, et donc je joue rouge, t'es obligé de jouer rouge, etc., et si tu veux pas, tu joues ce que tu veux, si tu joues une botte, ben derrière tout le monde peut mettre ce qu'il veut. L'originalité, c'est que c'est pas un pli, la plupart des jeux de pli, c'est on fait un tour, et quelqu'un prend le pli. Là, c'est une espèce plutôt de, je sais pas, d'enchère ou de montée progressive, avec une histoire de seuil, et où dès que on atteint 10, la personne qui a fait atteindre 10 prend le pli et prend toutes les cartes du pli. Et pour ça, c'est que les cartes ont des valeurs, et à chaque fois qu'on met une carte, on augmente le total de la valeur de la carte qu'on vient de mettre. Par exemple, je mets un 2, derrière tu mets un 3, ça fait 5, puis derrière le partenaire met un 4, ça fait déjà 9, et si quelqu'un dépasse 10, donc c'est le moment de récolter tout le pactole, mais pactole je mets entre guillemets parce que des fois on n'en veut pas. Il y a des cartes spéciales qui permettent de revenir à 0, qui valent rien, les petites épices, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on n'en voudrait pas? Parce qu'en fait c'est un jeu à contrat où au début de chaque tour on va choisir un contrat qui va dire bah toi tu vas gagner 1 point par carte rouge mais tu vas en perdre 1 point par carte grise, ou bien tu as déjà 5 points mais attention il faut que tu fasses aucun pli, donc on rentre dans du trick avoidance, ce genre de truc. Les contrats, il y en a 5, parce qu'il y a 5 manches, c'est une des évolutions que moi j'aurais aimé chez Yellow, même si c'est anecdotique. Je trouve que le jeu pourrait être raccourci d'une manche, ça n'enlèverait rien aux sensations de base qu'il procure, mais ça éviterait que la dernière manche tu sois avec un contrat contraint, dites ça 5 fois très vite, et une main contrainte également, ce qui peut être aller mal ensemble et être assez punitif. Tu mets tes 4 manches, c'était parfait. Alors, faut savoir que peut-être que Yellow a voulu le faire, Rainer Knizia est chiant là-dessus, et lui il tient à ses règles, et que si on change un truc, ce n'est plus le même jeu. Je sais pas, trouver des arguments pour montrer que c'est mieux. L'autre truc, c'est que c'est à partir de 2, à 2 ça fonctionne, oui, j'ai fait pas mal de parties à 2 pour jouer, mais clairement c'est un jeu à partir de 3, et si possible à 4 idéalement, 4, 5, voilà. En tout cas, moi j'aurais retiré peut-être la configuration à 2, j'aurais peut-être aussi à 4 rajouté un jeu par équipe, alors je l'ai toujours pas essayé, mais je suis sûr que ça marche très bien en équipe croisée, qui pourrait fonctionner, qui donnerait des nouvelles dynamiques au jeu, je suis à peu près sûr que ça marche. Enfin, ouais, par contre, 2023, donc ça fait 21 ans que ce jeu était sorti, et c'est toujours super. Moi c'est un de mes jeux de l'année, un de mes jeux de pli, alors je sais que la dénomination de jeu de pli laisse un peu certaines personnes indécises, ce que je peux comprendre, mais toujours très cool, notamment parce que c'est un jeu, alors vous allez le comprendre, hein, je l'ai dit avec ça et ça, plein d'interactions, alors c'est souvent le cas des jeux de pli, mais surtout très méchant, et où il y a ce côté, t'as pas envie de prendre, et tu rajoutes, et à un moment forcément quelqu'un va prendre, et tu te prévois des petits trucs, alors surtout à 3 où tu peux prévoir un peu plus qu'à 5, mais tu te prévois des petits trucs et ça marche pas, et finalement tu rajoutes des trucs, t'espères les récupérer, quelqu'un te le pique sous le nez, et tu vas faire -7 parce que t'as mal géré ton truc. C'est un jeu où honnêtement, alors évidemment hein, il y a le score et il y a la comparaison des scores à la fin, il peut y avoir des scores très éloignés les uns des autres, peut y avoir des manches extrêmement punitives, on peut vraiment être très méchant avec les autres. Moi c'est quelque chose que j'aime bien, et le contrat il est clair dès le début, ouais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi cette mécanique de seuil que je trouve assez originale pour l'époque et même pour aujourd'hui. La thématique fonctionne bien, c'est un jeu de pli, les thématiques c'est rarement facile à vraiment faire briller. Là le côté les bots qui pourrissent le truc et tout ça marche, en plus ça fait que ça devient un mail follow. Donc ouais, Potage Sauvage, très très content qu'il l'ait ressorti, c'est pas du tout un inédit, mais ouais, j'en ai pas entendu parler tant que ça dans les bilans 2023, je sais qu'il y a certaines personnes qui regrettaient que ce soit aussi méchant, il faut être au courant, mais pour moi, ouais, encore un auteur allemand qui, bon, on est un peu plus tard, on est déjà dans les années 2000, mais qui 20 ans plus tard, ben, il a toute sa place dans votre ludothèque.
Je vous ai parlé de Can't Stop dans l'intro, eh bien il y a aussi Take It Easy qui date des années 80, de 1980 je crois, de Peter Burley, qui est sorti chez Burley Games et qui l'a fait en français. C'est Zacatrus je crois, un jeu fait en Chine aussi, et qui était recommandé au Spiel des Jahres 1994. Voyez-vous ça? Alors je ne sais pas qui l'a illustré pour cette version-là, mais bon, on s'en fiche un petit peu de l'illustration. Take It Easy, je n'y avais jamais joué. Ça fait partie des... Je vous ai parlé de l'expédition avec Simon Dupastan, et Simon Dupastan a aussi mis en avant ce jeu lors de sa ressortie, parce que pour lui c'était une claque quand il l'a découvert, et alors effectivement, j'y avais jamais joué, et pour moi on est vraiment dans le classique instantané, à la Lucky Numbers, etc. Alors, beaucoup plus solo que Lucky Numbers. Lucky Numbers, il y a quand même un peu d'interaction sur ce qu'on laisse, qu'on prend et tout. Là, on est vraiment à faire son petit tableau, avec un côté un peu bingo, où je prends ma tuile, tout le monde la prend et la place. Sauf que, ça pourrait être un duplicate, c'est un duplicate, mais on fait jamais le même parcours, le même circuit. Alors c'est très moche, il s'agit d'aligner des tuyaux sur un truc, ça marche très bien, aussi bien en solo qu'à plus. On s'en fout de la comparaison des scores à la fin, c'est juste... assez quelconque, mais il y a plein de petites variantes que j'ai pas essayé. J'ai vraiment joué avec le jeu de base, le mode de base où vraiment on pose juste et on peut placer où on veut sur sa grille. Là il y a plein d'autres petits modes où il faut placer de manière adjacente forcément, ou bien il y a des soleils et des lunes. Je vous avoue que moi j'aime bien le mode de base qui est ultra épuré, ultra simple, ultra direct, ouais, enfin c'est d'une immédiateté assez folle. Là encore, enfin, la plupart des jeux qui se disent familiaux aujourd'hui, ils arrivent pas à la cheville de ce jeu-là. Alors, c'est un jeu solo, hein, si vous aimez l'interaction autour de la table en jouant plusieurs, vous l'aurez peut-être pas, mais il y a ce côté un peu Super Mega Lucky Box. Super Mega Lucky Box, c'est un héritier de ça. Où vraiment t'es là, et vas-y, sors-moi ça, il faut absolument que tu sortes ça, et du coup l'interaction naît autour de la table. Le jeu l'a fait naître, pas tellement dans ce qui se passe vis-à-vis des plateaux de chacun ou chacune, mais dans les interactions verbales, et les attentes un petit peu qu'on peut avoir. Vas-y, sors-moi le 5, 7, 8, des trucs comme ça. Et ouais, c'est vraiment limpide, encore une fois, ça explose, mais ça explose. Quasiment tous les jeudis familiaux qui sortent aujourd'hui, qui en fait rajoutent des petits trucs machin qui servent à rien et qui retirent à l'immédiateté des sensations de jeu, ça c'est un jeu, je l'ai fait jouer à plein de monde, et bon, c'est même pas puzzly, parce qu'en fait, moi j'aime pas trop quand c'est brain et tout, en fait, on va même pas mettre toutes les tuiles, du coup on peut même pas calculer en se disant il reste ça, mais on peut quand même un petit peu, parce on finit par connaître un peu les tuiles, on se dit celle-ci elle est déjà sortie, donc elle ressortira pas, mais j'attends celle-ci, elle est pas sortie, mais peut-être qu'elle sortira pas non plus. C'est très bien, le système de scoring est super simple, avec les histoires de il faut que ce soit la même valeur sur l'ensemble de la ligne, et que ce soit... et on multiplie par le nombre de cases. Ça crée des stratégies évidemment, de mettre les 9 au centre, à la verticale, ou le 9, 7, 8 en plein milieu, comme ça on peut faire 9, 7 et 8, non 9, 8 et 7, je crois que c'est dans ce sens-là, mais il y a très peu de chances qu'on y arrive, parce que ça va, il y a plein de contraintes, et il y a plein de trucs qui vont se mettre en travers de notre chemin. Franchement, ouais, très très évident. 1980, il y a ce côté de l'évidence qu'il y avait dans un Can't Stop aussi. Celui-là peut-être encore plus qu'un Can't Stop où il y avait l'histoire des dés à appareiller. Celui-là, je sais pas, t'es là et tu te dis une pureté incroyable, une évidence pure, un côté justement atemporel, qui du coup, il est sorti en 80, en 2023 il est toujours aussi bien, dans 20 ans il sera toujours aussi bien, là où la plupart des jeux qui, soi-disant, sont bien aujourd'hui, dans 20 ans ils existeront plus. Donc ouais, Take It Easy, chaude recommandation. Dans cette vidéo là sur les ressorties, on était beaucoup en Allemagne, et bien allons un instant au Japon, et on repart dans les années 90 puisque c'est Harvest de 1992, un jeu de, j'ai pris mes notes, Yukihito Morikawa, illustré par Osamu Inoue, magnifiques illustrations, des petits légumes tout mignons, et c'est une édition qui est par 4Games, et donc qui est exclusivement disponible en japonais. Alors il y a des règles en anglais sur internet, pas facile à trouver, vous pouvez l'importer ou quoi, ça peut se trouver. Moi j'ai l'espoir que peut-être un éditeur français regarde ça, un peu comme Simon avec Expédition. Les amis, ça attend depuis 1992 d'être édité en français, cette petite tuerie, et là encore, on est dans un jeu méchant. C'est un peu ce qui relie tous ces jeux, des jeux méchants et des jeux incroyables. Celui-là, son histoire est très drôle, j'adore l'histoire de ce jeu. Je vous mettrai un lien vers la vidéo de Cardboard East qui en parle très bien. C'est un jeu de 1992 qui a été fait par un gars, donc par Yukihito Morikawa, qui a eu une commande, qui faisait des jeux analogues, donc des jeux sur table, mais c'est son seul jeu, je crois, édité.
Il y a une extension aussi, je l'ai pas du tout, mais peu importe. Et donc, à ce monsieur, quelqu'un de Nintendo est venu et lui a demandé de faire un jeu. Et c'est ouf parce que tu te dis Nintendo. Un jeu qui est une commande de la part de Nintendo. Et cette commande c'était, tu sais, ça serait bien au Japon qu'on fasse un jeu que les Japonais et Japonaises puissent jouer dans le train. Donc c'est une contrainte de commande, petit jeu. On sait que les jeux japonais, alors je vais pas faire de généralisation parce que je suis pas non plus du tout un spécialiste, mais il y a beaucoup de jeux japonais qui prennent peu de place pour des raisons culturelles, vastes et variées. Allez regarder plein de chaînes YouTube japonaises, que ce soit Board Game Dojo, ou que ce soit Cardboard East, ou que ce soit peut-être Isobretnik aussi qui en parlait dans Proxy Jeux à un moment. Bref, il y a plein de raisons qui font que on se retrouve avec des petites boîtes. Et donc là, une petite boîte pour voyager dans le train. Parce que qui tiennent donc sur une tablette, c'est une contrainte forte. Eh bien, monsieur Yukihito Morikawa propose donc Harvest, qui est un jeu, alors moi dès que j'y joue, je dis, c'est un jeu méchant. Je le dis parce que c'est important, il y a des gens qui n'aiment pas ça, et pour qui c'est trop dur à vivre. Là, faut partir avec ce prérequis. Un jeu méchant, et un jeu, je le dis aussi, où il faut tchatcher et bavarder, et négocier à haute voix, et dire « Ouais, vas-y, qui part sur de la carotte? Toi, tu veux pas qu'on parte sur de la tomate ou sur du chou, il y a pas de carotte, il y a du maïs. Maïs, chou, salade, je vous laisse choisir, je sais jamais, et tomate. » Et donc c'est un jeu comme ça où il faut être vocal, où il faut un peu mettre l'ambiance, et où il faut essayer de créer des alliances de circonstances, qu'on va évidemment trahir. Parce que, clairement, si c'est un jeu où je pose à toi, on va se faire chier. Là aussi, comme tous les jeux presque dont j'ai parlé, peut-être Potage Sauvage un poil moins, ou Big Boss un peu moins, mais comme un Take It Easy, comme un Expédition, c'est d'une simplicité. Je veux dire, n'importe quel jeu qui sort aujourd'hui de la part de je ne sais quel auteur, ils sont là et ils se prennent la tête. Et ils rêvent de faire un jeu qui ait cette pureté, qui crée autant de choses. Parce qu'en fait, c'est là que, tu vois, le côté, oui, mais pour avoir des sentiments complexes et riches, il faut absolument des mécaniques complexes et profondes et beaucoup de subtilité, mais non. Là, t'as 3 cartes, t'en poses une, basta. Et si il y a au moins 3 trucs alignés, pouf, récolte. Tout con, comme Expédition. L'interaction va découler du système de jeu, ça va pas être, je mets une carte qui te fait mal. Ah là là, oh, je fais une rivière de cartes pour créer du contre-draft et le fait de faire une priorisation de je prends cette carte avant toi. Non. L'interaction, elle naît d'un système central. C'est-à-dire que les champs, ils sont là, mais chacun a quand même son champ, et si je fais une récolte, c'est là que je parlais des alliances, si j'aligne 3 tomates, qu'il y a 2 tomates chez toi, 1 tomate chez moi je prends ma tomate, toi tu prends tes 2. Donc ça peut être intéressant de dire, écoute, vas-y, on fait un truc tomate, toi tu mets les tiennes, moi je mets les miennes là, faut faire gaffe à lui parce qu'il a déjà beaucoup de points. Et voilà, sauf que évidemment, il y a des trucs négatifs. Et que, sauf si ton champ est vide, tu peux poser tes cartes où tu veux. Et donc moi, ce petit -20 en tomate, je dis vas-y, on fait de la tomate et tout. Oh, je te mets un -20. C'est là que je dis que c'est un jeu méchant. C'est des jeux, là aussi, un peu comme dans Potage Sauvage, où tu peux avoir des écarts de score à la fin énormes, et où, t'y es pas pour grand-chose, et où ça peut être dur à vivre. Moi, j'adore ça. J'adore le fait que on puisse se pourrir, que tu puisses te faire pourrir aussi, c'est le contraire, je pourris les autres, mais je peux très bien me faire pourrir complètement. C'est d'une simplicité, comme dit, t'as les 3 cartes, t'en poses une, t'en pioches une, la partie finie quand il y a plus rien dans la pioche. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et s'il y a 3 trucs alignés, tu fais ta récolte, et en plus c'est des petites cartes tornades et tout, mais à la limite c'est anecdotique. Et il y a ce petit truc où si ton champ est vide à la fin tu gagnes des points bonus, c'est très dur à faire. Alors il y a un mode solo, qui est moins intéressant, qui est un peu random. À 2, c'est pas très intéressant, jouez-y à partir de 3, je crois qu'il se joue jusqu'à 6, incroyable jeu, à partir de 1 à 6, de 3 à 6, c'est incroyable. Notamment à partir de 4, encore plus qu'à 3, ouais, très grand jeu, pour moi, incroyable, un jeu depuis 92 qui existe comme ça, qui attend que ça, regardez. Et là, il y a une mise à jour pour le coup visuelle, de Osamu Inoue, pour faire un jeu qui aurait tout à fait sa place dans n'importe quelle ludothèque. Arrêtez de sortir vos merdes là parce que c'est des auteurs francophones et qu'il faut faire du copinage. 92, ça attend que d'être sur toutes les étagères françaises, francophones, mondiales. C'est trop bien. Donc, si je peux le faire découvrir à quelques personnes, j'en suis ravi. Voilà, pour des vieilleries qui reviennent et qui explosent encore une fois. Tout ça là, c'est à peu près mieux que n'importe quelle sortie
en 2023 et que vous verrez dans les tops de plein de monde. Vous le voyez au décor autour de moi, j'ai oublié en fait de parler de 3 jeux dans la catégorie des ressortis, des trucs qui sont sortis, qui datent un peu mais qui sont excellents. Là, petit spoiler, ou bien c'est sorti après, je sais pas dans quel ordre j'enregistre les trucs, donc en tout cas, voilà, il y a une partie à tout ce décor, mais ce n'est pas celle-ci parce que il y a 3 autres jeux qui sont sortis et que je trouve très bons et que j'ai pas ici. Il y en a 2 notamment qui sont ressortis auxquels j'ai pas rejoué cette année, mais qui pour moi sont vraiment des références ultimes. Il y a d'un côté Les Princes de Florence, très très bon jeu des années 90-99 je crois, qui avait une version Istari, jeu de placement de Polyomino before it was cool, hein, c'était bien avant que Rosenberg s'amuse avec Patchwork, Cottage Garden et compagnie, et jeu d'enchères. Alors ils ont mis un mode solo, ils ont mis un mode en équipe, mais surtout c'est un super jeu, si vous avez l'occasion d'y jouer, jouez-y, c'est un jeu qui a pas vieilli, c'est ce que je disais dans l'intro, mais là pour le coup il y a une remise au goût du jour du côté des visuels, même si moi j'ai tendance peut-être à préférer la version Istari. Il y a aussi une remise au goût du jour du côté des représentations des personnages. Donc Prince de Florence, allez-y. Et on va rester en Allemagne dans les années 90 avec El Grande, aussi un grand classique, hein. Il y a Pionfesseur et Cyrus qui ont fait un certain grand jeu il y a maintenant quelques temps dessus, un grand classique du jeu de majorité et des dudes on a map, où on va placer des trucs sur la carte d'Espagne et on va essayer de faire des majorités, mais il y a aussi ce système de cartes qui est plutôt malin, et le Castillo, le fameux, hein, où on place des trucs qu'on va pouvoir répartir à la fin de la manche pour un peu répartir les majorités. Donc là aussi, grand classique des années 90, qui a eu le Spiel des Jahres, je crois, qui est toujours super actuel, qui a toujours cette épure, c'est vraiment jeu de majorité, le jeu de majorité, extrêmement clean, donc très grosse référence. Alors je sais pas du tout ce que vaut la réédition, moi j'avais joué à la version Rio Grande, je crois, qui a eu le droit à sa big box et tout, et franchement c'est un jeu qui a toujours sa place aujourd'hui, et qui est souvent imité. La plupart des jeux qui veulent faire des jeux de majorité, ben c'est un ascendant forcément, et il y en a peu qui le font aussi bien que lui, donc El Grande c'est aussi un grand oui. Et le dernier, toujours en Allemagne, mais cette fois on remonte en 2008, je vous en ai parlé dans mes découvertes de juillet, c'est un des meilleurs jeux sortis cette année, c'est Fauna, qui est ressorti chez Atalia, de Friedman Friese, qui est trop bien, puisque c'est un jeu de questions de culture sur les animaux, mais donc d'une évidence, mais d'une limpidité incroyable, et qui va révéler plein de subtilités au fur et à mesure de comment on découvre son système, puisque de base c'est juste répondre à des questions sur ah ben cet animal-ci, cet animal-là, ce truc, ce bidule, il habite plutôt là, il fait plutôt telle taille, sa queue fait plutôt telle taille, il fait plutôt tel poids, et on va placer des petits jetons, à mon tour je pose un cube où je passe, si je passe mon tour est fini pour la manche, et à la fin ben, on révèle des trucs, et si je suis exactement je gagne des points, si je suis adjacent je gagne des points aussi. Donc évidemment il y a un peu de culture, mais en fait c'est des trucs où généralement on connaît pas la réponse, et donc il va y avoir plein d'autres petits trucs qui vont se mettre en place pour essayer de maximiser les points. Et ben je vais me mettre plutôt là où c'est adjacent à plein de zones, ou bien ah ben toi je pense que tu es bien placé donc je vais me mettre adjacent à toi, ou bien je pense que j'ai raison donc je vais me mettre sur le truc où je pense que c'est précis plus adjacent à ça. Je vais favoriser tel ou tel truc. Bref, il y a plein de petits trucs qui se passent dans ce jeu qui sont merveilleux. On regarde aussi les noms en latin des animaux, plein de trucs. On regarde un peu les illustrations pour se dire mais en termes de proportion, la longueur de la queue par rapport à la longueur de l'animal en général. Bref, un très très grand jeu en 2008, toujours un très grand jeu en 2023, un jeu qu'on peut faire découvrir à peu près tout le monde, et qui est absolument merveilleux. Voilà, je ne sais pas ce que tu viens de regarder, si c'était les top à 2, les meilleurs jeux solo, les déceptions ou quoi, en tout cas j'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à commenter tout ça dans les commentaires, à partager et compagnie, je m'attarde pas. Encore une fois, il y a d'autres vidéos sur les sorties de 2023, que ce soit francophones ou non, qui sont en lien dans la description ou sur la chaîne, ou bien il y a la grande vidéo, si vous êtes courageux ou courageuse et que cette vidéo-là vous a motivé, tout y est chapitré, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Bonne année ludique, mais bonne année de manière générale, prenez bien soin de vous, ciao!